Bonjour. Alors, quand on commence un cours de géométrie analytique, il y a plusieurs façons d'aborder le sujet. La première, c'est de distinguer la notion de droite et d'hyperplan et de travailler pour chacun de ces objets en dimension quelconque. Et la seconde, qui est celle que j'ai choisie ici, qui est d'aborder en fait les droites en dimension 2, c'est-à-dire à la fois les droites et les hyperplans en dimension 2, puisque ce sont là les mêmes objets. Et puis dans les dimensions supérieures, il s'agira de distinguer cette fois les deux objets. Donc c'est ce qu'on va faire uniquement pour des raisons plutôt pédagogiques, parce que c'est plus simple de comprendre la dimension 2, c'est plus intuitif, mais plus tard, des choses qu'on a vues, qu'on verra en dimension 2, cesseront d'être vraies. En fait, elles seront toujours vraies en dimension quelconque, mais elles ne concerneront plus les mêmes objets. Certaines propriétés concerneront les droites et d'autres concerneront les hyperplans. Alors bon, partons maintenant au début, ne nous occupons pas de ça pour le moment. Partons de quelque chose d'assez simple. On va se demander, c'est quoi une droite? Alors une droite, c'est un objet défini par la géométrie euclidienne. C'est un terme primitif, disons, et le terme primitif dit par deux points, il passe une et une seule droite. Donc une droite est déterminée par deux points distincts. Donc maintenant, on va utiliser cette description de la géométrie euclidienne et utiliser cette description pour construire à partir de la géométrie vectorielle des représentations qui vont être purement algébriques. Et ces représentations purement algébriques, le fait de travailler sur elles, avec elles, donne la géométrie analytique. Donc en gros, c'est toujours de la géométrie, c'est juste des points de vue différents, des représentations différentes des objets. Alors prenons deux points distincts, A et B. Une droite, la droite ici qui passe par A et B, on peut se demander quelle est la propriété pour qu'un point P quelconque du plan soit sur cette droite. Alors la propriété est très simple, il faut que les trois points A, B et P soient alignés. En géométrie vectorielle, ça veut dire que le vecteur AP et le vecteur AB sont collinaires. Donc c'est une condition et on va s'amuser maintenant à traduire cette condition de la géométrie vectorielle de différentes façons, algébriquement, pour donner la géométrie analytique. Alors, les vecteurs AP et AB vont être extrêmement importants. Du coup, on peut calculer leurs composantes. Alors, le vecteur AP, c'est x moins xa, y moins yk. Xy, ici, ce sont les coordonnées du point P. xa, yk, ce sont les coordonnées du point A. Xb et yb, ce sont les coordonnées du point B. Donc, pour ces vecteurs-là, pour ces points-là, le vecteur AP, c'est x moins xa, y moins yk. Et pour le vecteur AB, c'est xb moins xa, yb moins ya. C'est toujours la différence des composantes, des coordonnées. La différence des coordonnées des points donne les composantes du vecteur qui va du premier jusqu'au deuxième. On fait toujours le deuxième moins le premier, si jamais. Donc en l'occurrence ici, pour AB, on a le vecteur 2, 1. Ce vecteur de 1, il porte un nom, c'est un vecteur directeur de la droite. C'est-à-dire, il décrit totalement la direction de la droite. Et c'est ce qu'on veut, la direction, c'est justement la droite support d'un vecteur. C'est exactement ça, ça nous définit totalement la droite. Donc on utilise juste la propriété du vecteur d'avoir une direction. C'est tout ce qui nous intéresse. Donc, il faut donc que ce vecteur soit non nul, parce que s'il est nul, il n'a pas de direction. Le vecteur nul, c'est le seul, en fait, qui est représentable sur n'importe quelle droite, donc pas de direction privilégiée. Donc un vecteur directeur, qu'on note VD, généralement on note ses coordonnées Vx, ses composantes Vx, Vy, on peut changer, aucune notation en mathématiques n'est fixée, donc il suffit d'être clair, mais par habitude on les note plutôt comme ça. Ici, j'ai choisi AB, et c'est un vecteur directeur de la droite, mais tous les multiples non nuls de ce vecteur sont aussi des vecteurs directeurs de la droite. Le choix est totalement arbitraire. Donc, le fait que AP et AB soient collinaires, ça veut dire que AP est un multiple de
AB. Donc ici, j'ai choisi 3 fois AB, on obtient ce point P là. Si on choisit 3,5 fois, ça donne celui-ci. On peut changer le paramètre lambda, hein, le nombre de fois qu'on multiplie les vecteurs AB, et à chaque fois, ça nous donne un point de la droite. Et ainsi, le point P parcourt la droite. Alors on va se servir de cette représentation. On part d'un point générique P de coordonnées x, y. Et on aimerait connaître des conditions sur x et y afin que P soit sur la droite. Des conditions nécessaires et suffisantes. Alors si on utilise ce qu'on vient de faire, AP doit être un multiple du vecteur directeur, VD. Alors AP c'est OP moins OA, donc si on veut vraiment XY, donc juste OP, on peut écrire ça sous cette forme, OP égale OA plus lambda VD. Donc OP, ce vecteur-là, c'est OA plus un certain nombre de fois le vecteur directeur. Si on explicite en termes de composantes des vecteurs, ça nous donne ceci. Pour cette droite-là en particulier, hein, pour les points qui ont été choisis ici, A c'était le point 1, 3, et B c'était le point 3, 4. Voilà. Donc pour ces points-là, on obtient cette équation vectorielle paramétrique, qu'on abrège souvent EVP. Pour le point P considéré ici, qui est le point 7, 6, ben on a juste cette propriété-là. Si on prend d'autres points, par exemple 2 et 3,5, c'est 1,3 plus 0,1 demi fois 2, 1. Si on prend moins 0,5, ça nous fait le point 0, 2,5. Si on prend 8 fois, alors si on prend lambda égale 8, ça fait 1, 3 plus 8 fois 2, 1 qui nous fait le point 17, 11. Voilà. Donc c'est comme ça que fonctionnent ces équations vectorielles paramétriques, hein, pas très compliquées. Une deuxième description qu'on pourrait faire, hein, une deuxième caractérisation du fait que AP et AB sont collinaires, c'est de dire que le rapport de leurs composantes doit être le même. Les vecteurs sont collinaires si les rapports sont les mêmes. Alors pour AP qui est cette forme-là, x moins xa, puis AB qui est vx vy, ou xb moins xa sur yb moins yk, les points sont alignés si et seulement si les rapports entre leurs composantes sont les mêmes. Alors on va définir ce rapport. Ce rapport porte un nom, il s'appelle la pente, souvent noté M. Donc la pente, c'est la variation verticale divisée par la variation horizontale. Lorsqu'on se déplace sur la droite, quand on va d'un point à un autre de la droite, on fait un parcours horizontal et vertical, on a deux composantes, et le rapport de la variation verticale divisée par la variation horizontale, c'est la pente. Donc il se trouve qu'on peut prendre deux points quelconques pour calculer cette pente, ou le vecteur aussi directeur, un Vy sur Vx, c'est la pente. Donc un point P générique est sur la droite si et seulement si y moins yk sur x moins xa égale la pente M. Ça, cette équation, cette propriété-là, il va falloir s'en souvenir, c'est une des choses les plus importantes. Maintenant, ceci est un peu difficile à écrire, du coup, on va pouvoir travailler un peu, multiplier par x moins xa, histoire d'éviter les divisions par 0, entre autres, et on peut réécrire les choses et on obtient finalement une expression comme ceci. Y et x, ce sont les inconnus ou les composants, les coordonnées du point P. M, c'est la pente, elle est connue. YK, c'est l'ordonnée du point A, c'est connu, moins M, de nouveau la pente, fois l'abscisse du point A qui est connu. Donc tout ça, c'est des nombres connus, M et cette chose-là, qu'on va appeler H. Donc M et H sont deux nombres connus, et Y et X sont nos inconnus ou variables, ça dépend du point de vue. H porte un nom aussi, ça s'appelle l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, c'est la valeur c'est l'ordonnée lorsque l'abscisse vaut 0. L'ordonnée du point de la droite dont l'abscisse est nulle. Donc c'est le point de la droite qui est à la verticale de l'origine. Pour cette droite particulière, pour ce choix de point ici, ça nous donne la droite d'équation y égale 0,5x plus 2,5. Et pour ce point P, de coordonnées 6, 7,
6, eh bien c'est 0,5 fois 7 plus 2,5, ça marche. Donc le point P est bien sur la droite. Voilà donc une description. Et j'aime pas le terme équation cartésienne première forme, hein, c'est mon problème, pas celle des autres. Pour moi, c'est bien une équation cartésienne, mais c'est fondamentalement le graphe d'une fonction affine. C'est ça, c'est pour ça qu'on l'a mis sous cette forme. Hein. Une équation cartésienne, une véritable équation cartésienne, c'est un peu plus général que ça. Ça va venir dans un instant. Alors, il y a une autre description, une troisième description, qui utilise ce qu'on appelle le vecteur normal. Alors le vecteur normal, c'est un vecteur perpendiculaire à la droite. On peut prendre, il y a plein de vecteurs normaux différents, hein, il y en a une infinité, mais disons, si on en veut un, il suffit de prendre le vecteur directeur et de prendre son perpendiculaire usuel, hein, sous-entendu produit vectoriel en dimension 2 du vecteur directeur, qui est moins vy et x. Hein. Donc on prend les composantes du vecteur directeur, on les échange et on change le signe de la première ici. Généralement, on note ça aussi AB, hein, les composantes notent petit a, petit b. Pour le vecteur normal, on va le voir dans un instant pourquoi. Alors, il y a une seule chose à laquelle il faut être attentif. Là, il y a une partie du vocabulaire qui n'est pas très joyeux, c'est de l'avoir appelé normal. Alors, on l'appelle très souvent vecteur normal, mais il ne faut pas confondre avec vecteur normé. Un vecteur normé serait un vecteur dont la longueur et dont la norme vaut 1, et un vecteur normal, c'est un vecteur qui est perpendiculaire. Alors, normal, perpendiculaire, normé de longueur 1, ou unitaire. Donc, c'est pas très heureux comme choix, malheureusement, c'est le choix qui est utilisé, qui est consacré. Alors, si on se prend d'amitié pour ce vecteur normal, pas normé, si on se prend d'amitié pour lui, on s'aperçoit qu'en fait, être sur la droite ici, pour le point P, c'est avoir la propriété que le vecteur AP est perpendiculaire au vecteur N. Et c'est notre critère. Ce qui donne les équations cartésiennes seconde forme, qui pour moi sont les équations cartésiennes génériques, hein, que je préfère. Un point P est sur la droite si et seulement si le vecteur AP est perpendiculaire à N, c'est-à-dire si leur produit scalaire est nul. Alors si on explicite ce qu'est ce produit scalaire ici, ben ça nous donne au final une expression de cette forme-là avec A, B et C des nombres. Et le point très amusant qu'il faut retenir et dont on peut se servir à outrance dans tous les calculs à propos dans cette géométrie analytique, hein, le point fondamental qui simplifie drastiquement les calculs, c'est que A, B, ici, les coefficients A et B, devant x et y, donc respectivement, ben, ce sont les composantes du vecteur normal, ou moins d'un vecteur normal. Alors, c'est du coup extrêmement pratique. Pensez un instant à calculer une médiatrice. C'est beaucoup plus facile que d'aller faire n'importe quel autre calcul de ce genre-là. Donc, cette expression-là est extrêmement, je veux dire, pratique. C'est vraiment ce qu'il y a de plus aisé à utiliser pour un très grand nombre de problèmes. Entre les équations vectorielles paramétriques et ces véritables équations cartésiennes, les deux, selon les problèmes, ils ont leurs avantages et leurs inconvénients, mais dans les calculs numériques, par exemple les questions de distance ou de projection ou ce genre de choses, elles sont vraiment très très pratiques, ces notations-là. Alors, ici j'ai mis plein de parenthèses inutiles hein, pour des questions de signes, parce que je ne sais jamais à quel signe m'attendre, si on prend des points quelconques. Donc pour ces équations cartésiennes seconde forme, ici on aurait l'équation moins x plus 2y moins 5 égale 0. Et pour notre point 7,6, est-ce que le point 7,6 est bien un point de la droite? On remplace x par 7, y par 6, et ça nous donne moins 1 fois 7, plus 2 fois 6, moins 5, ce qui nous fait moins 7 plus 12, moins 5, ça fait 0, égale 0. Oui, c'est bon, la condition est satisfaite, c'est bien un point de la droite. Alors, on va juste parler un instant, il faut que je remette la grille ici. Je vais mettre la grille. Il y a un petit défaut, hein, vous allez voir tout de suite ce qui se passe.
on reviendra dans un instant, regardez ce qui se passe quand A et B sont comme ceci sur une droite verticale. Quand notre droite est verticale, ici il y a une division par 0. Et division par 0, en mathématiques, c'est peut-être le seul péché qui existe dans le monde, c'est la division par 0. S'il y a un péché qui existe de façon sûre et certaine, c'est bien celui-là. Diviser par 0, c'est absolument interdit. En tout cas, c'est un péché mathématique. Donc, ne le faisons pas, et donc on obtient ici une impossibilité totale de définir lors de la pente. La pente n'existe pas ou est infinie, c'est selon, disons qu'elle n'existe pas pour le moment. Alors voici ces trois descriptions, de façon un peu plus condensée. L'équation vectorielle paramétrique, notre point P, décrit par le vecteur OP, c'est OA plus lambda fois le vecteur directeur, où lambda est quelconque, donc lambda, on peut parcourir tous les réels. Deuxième condition, équation cartésienne première forme, le point P appartient à droite s'il satisfait cette condition-là, y égale mx plus h, où m c'est la pente, h l'ordonnée à l'origine. Et l'équation cartésienne deuxième forme, en fait, c'est un produit scalaire caché, donc ça dépend de A et de N. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de ces descriptions? Si on a trois descriptions, c'est bien qu'elles ont des avantages et des inconvénients. Alors voici, qu'est-ce qu'on entend par description? La droite D, c'est l'ensemble des points qui satisfont les conditions. Donc, première condition, il y a un paramètre tel que OP, c'est OA plus lambda fois le vecteur directeur. Donc celle-ci, elle est un peu compliquée à mettre en place à cause de ce « il existe ». C'est pas un truc facile à vérifier. Il faut résoudre du coup un système ou résoudre des équations pour savoir si oui ou non le point P est sur la droite. Autre description, c'est tous les points qui satisfont cette condition-là. Donc là, c'est très direct, on n'a qu'à mettre les coordonnées du point P dans une équation cartésienne première forme et on a la réponse, si oui ou non, c'est dedans. Même chose ici pour l'équation cartésienne deuxième forme, on n'a qu'à mettre les coordonnées du point P et c'est réglé. Alors, pour les équations vectorielles paramétriques, les inconvénients sont assez embêtants en fait. Le premier inconvénient, c'est vraiment qu'elles ne sont absolument pas uniques, ces équations vectorielles paramétriques. Elles peuvent avoir des formes très différentes et on ne se rend pas compte qu'en fait deux équations vectorielles paramétriques décrivent la même droite. Alors pour le vecteur directeur, c'est assez facile, à l'œil nu, avec très peu de calcul, de tête, on peut souvent s'apercevoir que c'est le même vecteur directeur. Pour voir si c'est le même point, là il faut un tout petit peu plus de calcul et c'est pas évident au premier coup d'œil. Deuxième inconvénient, elles font intervenir un paramètre qui est lambda, et ce lambda, il n'a pas d'existence véritable géométriquement. On pourrait l'interpréter de la façon suivante. Si on se déplace le long de la droite et que le vecteur directeur, disons c'est le vecteur vitesse, lambda ce serait le temps. Voilà, mais en géométrie euclidienne, le temps, pauvre. Donc non, et lambda n'a pas d'existence intrinsèque, il n'a pas une bonne interprétation, et on peut changer de lambda comme de chemise, ça dépend du vecteur directeur en fait. Même pour le même vecteur directeur, vous pouvez prendre un lambda qui va 2 fois plus vite, ça décrira la même droite. Les véritables choses qui nous intéressent, les véritables inconnus qui nous intéressent sont x et y et pas lambda. Autre désavantage, en fait, il y a des cas où ceci n'est pas une droite. Lorsque le vecteur directeur est nul, par exemple, c'est juste un point, en fait. Ça disparaît, il reste juste xy égale xyk. Donc, de façon générale, ça ne représente pas toujours une droite, il faut faire attention. Mais en fait, vecteur directeur nul, on s'aperçoit très vite, c'est interdit, donc pas de problème. L'avantage, elles existent toujours. C'est magnifique, il y a toujours moyen d'avoir une équation vectorielle paramétrique. Et deuxième avantage, elles sont explicites. Elles sont très faciles à calculer. Si l'on veut des points, on n'a qu'à prendre des valeurs différentes de lambda et les points apparaissent par miracle. Les uns après les autres. Pour chaque lambda, vous obtenez un point différent. Ce qui fait que ces descriptions sont très avantageuses en infographie, par exemple. Les équations cartésiennes première forme, alors que ce soit cette forme-là, qui est une équation de pente, si on
veut, on spécifie ce que sont les pentes, ou cette forme-là, c'est le graphe d'une fonction affine, même chose. Ben, elles ont un inconvénient majeur, c'est qu'elles ne donnent pas exister. Elles n'existent pas lorsque les droites sont verticales, division par 0 oblige. Attendez, je vois que la grille. Voilà, division par 0 oblige. Inconvénient, ça, c'est leur seul inconvénient en fait. C'est pour ça qu'on ne les aime pas. C'est la seule raison. Donc il y a des cas où on ne peut pas calculer avec, c'est ça qui est embêtant. Les avantages, alors toute équation va représenter une droite. Alors il n'y a aucun problème, toute équation de cette forme représente une droite, il n'y a pas de souci. Deuxième avantage, elles sont uniques. Il n'y a pas moyen, si vous prenez deux droites, que vous calculez leur équation cartésienne première forme, vous allez trouver la même expression si et seulement si les deux droites sont la même droite. Donc ça, c'est très très pratique. Troisième avantage, elles ne font intervenir que x et y, il n'y a pas de paramètres qui nous embêtent. Quatrième avantage, elles sont explicites. On n'a qu'à prendre une valeur de x quelconque et ça nous crache la valeur de y. Donc ça, c'est très pratique. Pourquoi on ne les utilise pas en infographie? On les utilise, mais fondamentalement, on ne les utilise pas beaucoup à cause de cette propriété. Elle n'existe pas toujours. Très embêtant. Troisième type d'équations, les équations cartésiennes deuxième forme ou véritables, qui sont donc ces produits scalaires. Alors, ce sont des inconvénients aussi. Inconvénients, elles ne sont pas uniques, elles dépendent du choix du vecteur normal. Elles sont implicites, c'est-à-dire là, il est un peu plus difficile d'obtenir des points quelconques. Alors, il faut résoudre la chose. C'est une résolution. Si vous prenez des valeurs de y quelconques, pour trouver la valeur de x, c'est une résolution d'une équation du premier degré, ce qui n'est pas difficile. Mais bon, on ne peut pas dire qu'elles soient explicites, elles sont implicites. Troisième des avantages, c'est que selon les choix de A, B et C, des fois ça ne représente pas des droites. Si par exemple A et B valent 0 et C vaut 1, ici on obtient le vide. Il n'y a rien. Il n'y a rien, aucun objet qui satisfait, aucun point qui satisfait une équation du type 0 égale 1. Et par contre, si on prend A, B, C égale 0, à ce moment-là on obtient 0 égale 0, et 0 égale 0 c'est tout. Donc c'est deux extrêmes, donc ces objets ne représentent pas des droites. Il n'y a pas moyen de représenter un point par contre. Un avantage, elles ne font intervenir que x et y, donc c'est un peu l'avantage des équations cartésiennes première forme. Et elles sont très très simples d'utilisation. Pour tout ce qui est numérique, c'est vraiment la panacée à cause de ce vecteur normal qui apparaît là explicitement dans l'équation. C'est très pratique pour nous. Donc très simple d'utilisation, malheureusement, elles sont implicites et pas explicites, etc. Donc, mais les deux grands piliers de la géométrie analytique, c'est l'équation vectorielle paramétrique et l'équation cartésienne deuxième forme. Ce stade intermédiaire ici qui a des bons avantages à cet inconvénient-là, qui est rédhibitoire. Alors ici, donc on s'aperçoit que là, dans cette équation vectorielle paramétrique, elles dépendent du choix du point et du vecteur directeur. Tandis qu'à droite, j'ai dit, elles ne dépendent que du vecteur normal, pas du choix du point A. Alors pourquoi ça? Juste terminons là-dessus. Imaginons qu'on prenne un autre point de la droite B. Alors, le produit scalaire entre BP et N, on peut l'écrire comme le produit scalaire entre BA plus AP et N. On distribue le produit scalaire et on trouve le produit scalaire entre BA et N. Mais BA est perpendiculaire au vecteur normal. A et B sont des points de la droite, donc c'est normal qu'ici on trouve 0. Il nous reste juste AP, produit scalaire N. Donc en fait, quand on compare ces expressions, A et B ici étaient deux points de la droite, eh bien on obtiendra le même résultat, exactement. Donc en fait ici, AX plus BY plus C ne contient pas de référence explicite au point choisi A. Ça aurait pu être tout autre point, on aurait trouvé la même expression. Donc en fait, elles ne dépendent que du vecteur normal. Vous allez me dire pourquoi le C alors? D'où vient ce C? Alors le C, en gros, il dépend en fait de la distance à l'origine. Donc c'est en gros c'est un peu comme l'ordonnée à l'origine
dans le cas des équations cartésiennes première forme, pas tout à fait, mais presque, et donc il contient en fait une notion de distance à l'origine et de sens, à savoir si on est au-dessus ou au-dessous. Donc C en fait ne contient pas de référence au point choisi. Donc en fait, il n'y a que 2 degrés de liberté, si on veut, pour les équations cartésiennes deuxième forme, tandis qu'il y en a 3 dans la création de ces équations. Il y en a 3 pour, voire même 4, pour les équations vectorielles paramétriques. Voilà, tour d'horizon donc de ces 3 types de descriptions, et le but de la géométrie analytique, c'est de jongler avec ces 3, et fondamentalement ensuite de faire des calculs beaucoup plus simples avec ces descriptions-là. Et celle qui remporte la palme, c'est L, pour les calculs numériques, pour la notion de distance et autres. Et celle qui remporte la palme pour l'infographie, c'est L. Et puis celle qui serait notre préférée si elle n'avait pas un énorme désavantage, ce serait elle. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à tout bientôt.